Moroha est juste un personnage secondaire solitaire dans une académie pour héros. Cependant, tout change lorsqu'il débloque les souvenirs de sa vie passée en tant que plus puissant épéiste. Maintenant, il devient soudainement surpuissant et attire les méchants qui veulent caresser le serpent dans son pantalon. Je t'appartiens et je serai ta copine. Tout commence à sa nouvelle académie, où le directeur de Moroha les accueille en leur disant à quel point ils sont tous spéciaux. Cependant, lorsque Moroha se rend compte que les dons du principal Mary ne bougent pas pendant qu'elle parle, il décide de faire une sieste à la place. Dans son sommeil, il rêve d'une autre vie et est sur le point d'embrasser une fille qu'il appelle Sarasha. En attendant, en entendant Moroha l'appeler Sarasha, Satsuki commence à pleurer et lui saute dans les bras en l'appelant Flaga. En entendant un nom aussi dissuasif, Moroha dit rapidement à la jeune fille qu'il n'est pas Flaga, mais Satsuki insiste sur le fait qu'il est son frère du passé. Moroha dit rapidement à Satsuki qu'il n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, ce qui amène l'idiote à conclure que peut-être elle devrait frapper Moroha fort pour qu'il puisse se remettre de cette perte de mémoire. Tout à coup, un bruit sourd se fait entendre, les obligeant à regarder qu'autour de la pièce. Là, sur le sol, se trouve une méchante longue jambe inconsciente. Moroha et Sarasha arrivent rapidement à ses côtés et se demandent pourquoi la fille a pris la pose typique des animés H. En voyant le visage laid de Moroha, la fille l'appelle Chou et lui dépose instantanément un baiser sur les lèvres. Voyant cela, Satsuki attrape Moroha par le col et lui demande pourquoi il embrasserait une inconnue quand il a une sœur parfaitement bien. Alors que Moroha est secoué comme une mauvaise télécommande, la fille s'endort. En voyant cela, Satsuki demande avec colère à la fille ses problèmes avec son père pour pouvoir parler de son père aimant. Restant calme, la fille dit à Satsuki de se calmer, ce qui bien sûr énerve encore plus Satsuki. La fille s'adresse alors à Moroha et dit que si ses lèvres horizontales lui plaisaient, il devrait alors vérifier ses lèvres verticales. En entendant cela, Satsuki pleure et s'enfuit, laissant Moroha complètement déconcerté, et cela dès son premier jour. Plus tard en classe, le professeur principal demande aux élèves de se présenter. Satsuki lève rapidement la main et se présente. Elle annonce qu'elle va devenir la deuxième sauveuse la plus forte de cette école et demande à tout le monde de la suivre. Bien sûr, toute la classe la regarde, réalisant pourquoi elle a les cheveux roses. Certains d'entre eux demandent même à Satsuki pourquoi il devrait ne suivre une fille qui est clairement attachée à ses peluches Hello Kitty. Voyant Satsuki se comporter comme un hamster acculé, Moroha soupire et dit au professeur de continuer la leçon. Plus tard, dans le vestiaire des filles, Satsuki murmure à quel point PP0, tout le monde est méchant avec quelqu'un d'aussi kawaii qu'elle. Cependant, elle se décide à botter les fesses de tout le monde lors des pratiques, ce qui fera également réaliser à Moroha qu'il peut l'utiliser comme son chiffon personnel. Dès qu'elle a fini de bavarder, Satsuki remarque que tout le monde la regarde comme si elle avait juste empoisonné la pièce avec ses pets. Plus tard, elle rejoint Moroha et lui dit qu'il devrait avoir un rendez-vous où elle se retrouve coincée dans une machine à laver en disant « Que fais-tu, mon frère ?» Cependant, Moroha déclare qu'il doit chercher un emploi, ce qui amène Satsuki à dire que cette école n'autorise pas les emplois à temps partiel. Tout à coup, ils traversent un mur invisible, ce qui les surprend. Remarquant à quel point ils sont stupides, Shizuno déclare que le Colisée est un espace déconnecté, donc même s'ils sont blessés dans cette zone, ils iront bien une fois qu'ils en sortiront. Les étudiants arrivent à l'arène, se rassemblant autour de leur instructeur qui commence la leçon en expliquant les deux types de sauveurs, les Shirogane qui maîtrisent les arts de la lumière et les Kuroma qui manipulent les arts des ténèbres. Il leur annonce que leur formation commencera par les arts de la lumière et le montre en invoquant son prana qui enveloppe son corps dans un costume lumineux. Émerveillés par la démonstration, les étudiants demandent avec enthousiasme à ce sujet, incitant l'instructeur à expliquer que l'énergie qui le recouvre est la manifestation de prana, la source des arts lumineux. Il les rassure que comme ils possèdent tous des souvenirs de leur vie antérieure, ils ont juste besoin de puiser instinctivement leur prana. Excités, les étudiants tentent d'invoquer leur prana, mais ils ont du mal. Satsuki, cependant, réussit sans effort. Alors que Moroha lutte pour manifester son propre prana, Satsuki s'approche de lui avec enthousiasme, impatiente de recevoir des félicitations pour sa réussite. Avant qu'il puisse répondre, ils entendent un groupe d'étudiants discuter.
Un des garçons exprime son souhait qu'un métaphysique apparaisse et cause des ravages, ce qui leur donnera la chance de se battre. Outré, Satsuki les confronte, qualifiant leur mentalité de honteuse pour des sauveurs. Gen, l'un des garçons, défie son droit de les critiquer. Une vive altercation éclate, avec des insultes qui fusent dans les deux sens. Finalement, Gen, provoqué par l'une des remarques de Satsuki, manifeste son prana sous l'effet de la colère. L'instructeur tente de désamorcer la situation, mais Gen insiste sur le fait qu'il ne s'agira que d'un simple match d'entraînement entre élèves. Il tire sur son étiquette qui se transforme en une hache à double tranchant, tandis que Satsuki fait de même, révélant son épée. Regardant avec fascination, Moroha écoute pendant que Shizuno explique que canaliser le prana dans leurs étiquettes les transforme en les armes qu'ils ont autrefois maniées dans des vies antérieures. Bien qu'impressionné, il s'inquiète également pour Satsuki. Le combat commence avec Satsuki lançant une série d'attaques, mais Gen les évite facilement, se moquant de son incapacité à toucher sa cible. Déterminée, elle attaque encore une fois, évitant de justesse le coup de hache et le prenant par surprise. Saisissant l'ouverture, elle tente un autre coup, mais Gen la désarme rapidement et la frappe avec sa hache alors qu'elle cherche à récupérer son épée. Heureusement, son attaque ne fait que déchirer ses vêtements, laissant Satsuki humiliée alors qu'elle s'agenouille, se couvrant de honte. Gen se moque d'elle, mais avant qu'il ne puisse continuer ses railleries, Moroha intervient, posant sa veste sur ses épaules pour couvrir son moins 2 jiat. L'instructeur intervient et réprimande Gen, qui offre des excuses peu sincères, mais qualifie Satsuki de mauvaise perdante. Dévastée, elle finit par quitter le stade en larmes. Plus tard, dans un café en ville, Moroha tente de remonter le moral de Satsuki déprimé, mais ses paroles échouent à la réconforter. Elle s'ouvre sur son enfance, racontant comment des attaques métaphysiques fréquentes l'ont forcé à déménager constamment, l'empêchant de nouer des amitiés durables. Cependant, les souvenirs de sa vie passée en tant que Saracha et ses rêves de Flaga remplissaient le vide de solitude. Découvrir qu'elle était une sauveuse lui a apporté de la joie, car cela signifiait qu'elle pourrait un jour retrouver Flaga. Pourtant, sa récente défaite a brisé sa confiance. Elle admet que se prouver devant lui compte plus que sauver le monde ou défendre la justice. Suppliant Moroha de la gronder, comme il l'avait fait dans le passé, elle ne reçoit que le silence. Inattendu, Shizuno, qui était assise à côté d'elle sans être remarquée, se propose de donner la réprimande. Surpris, Satsuki accuse Moroha de l'avoir invité, mais il le nie rapidement. Pendant ce temps, Shizuno mange ses frites tranquillement, ce qui irrite encore plus Satsuki. Quand Moroha commence à manger aussi, Satsuki perd son sang-froid et demande à Shizuno de partir. Ignorant la demande, Shizuno presse audacieusement le visage de Moroha contre sa poitrine généreuse, ce qui le met dans tous ses états. Satsuki insulte Shizuno en disant qu'elle se comporte comme une fille sans père, ce qui la pousse à libérer Moroha. Profitant du moment, Satsuki l'attrape et presse son visage contre sa propre poitrine, lui demandant son avis. Moroha admet que c'est comme être étouffé par des airbags dégonflés qui ont été autour d'adolescents qui vapotent. En entendant cela, Satsuki fond en larmes. En la voyant s'éloigner, Moroha remercie Shizuno d'avoir détourné l'esprit de Satsuki. Ce soir-là, Moroha affronte Gen dans l'arène de l'école, exigeant qu'il présente ses excuses à Satsuki. Gen, qui ne veut pas obéir, le défie en duel, promettant de s'excuser seulement si Moroha réussit à le toucher une fois. Pendant que Moroha choisit une arme, Gen ne perd pas de temps à manifester son prana et attaque. Pendant ce temps, Satsuki, fraîchement sorti de la douche, est interrompu par Shizuno qui fait irruption dans sa chambre, l'informant avec urgence de la situation de Moroha. Sans hésitation, elle se précipite vers le stade entièrement nue. À l'arène, Moroha se bat contre Gen, qui utilise la rapidité pour créer des illusions et frapper sous des angles inattendus. Bien que Moroha bloque une attaque, il est envoyé à travers la pièce. Satsuki et Shizuno arrivent juste à temps pour assister à la bataille. Remarquant Satsuki, Gen déclare avec suffisance qu'il terminera ce qu'il a commencé avec elle après s'être occupé de Moroha. Furieux, Moroha reprend son assaut, mais la force supérieure de Gen le laisse désavantagé. Satsuki commence à perdre espoir, mais Shizuno l'encourage à regarder jusqu'à la fin, lui rappelant que Moroha se bat pour elle. Alors que la bataille s'intensifie, l'épée de Moroha lui échappe des mains et lorsqu'il essaie de la récupérer,
Jen lui écrase la main. Étalé pitoyablement, Moroha se souvient soudain d'un moment de sa vie passée où Sarasha a affirmé sa croyance en lui, le qualifiant de gardien de l'épée sacrée, le meilleur épéiste. À présent, Satsuki répète les mêmes mots, offrant un baiser français comme récompense s'il gagne. Quelque chose en Moroha s'éveille et il se lève brusquement, canalisant son énergie vitale dans son étiquette. Stupéfait par sa transformation, Jen tente de réagir, mais Moroha a déjà pris l'avantage. Maîtrisant la célérité sur place, il étonne Jen, qui avait passé 3 ans à perfectionner la technique. Désespéré, Jen attaque, mais Moroha intercepte sa hache avec son épée, la faisant craquer. Submergé par la force pure de l'énergie de Moroha, Jen s'effondre inconscient. Épuisé d'avoir utilisé une immense quantité de prana, Moroha perd également connaissance. Avant qu'il ne touche le sol, Satsuki le rattrape dans ses bras. Observant depuis la ligne de touche, la principale Mary assiste à la scène et se réfère à Moroha comme étant le dragon ancien. Pendant ce temps, Moroha se retrouve vêtue d'une armure de chevalier, accueillie par Satsuki, habillée en princesse. Elle lui dit comment elle a toujours eu foi en lui et que le moment est venu pour la récompense qu'elle lui a promise. Alors qu'ils s'embrassent, Moroha pense à appeler le support technique car les lèvres de Satsuki ne se chargent pas. Juste quand il ouvre les yeux, Moroha trouve une fille à peine assaisonnée sur lui. Avant que le FBI ne puisse l'attraper en haute résolution, Moroha regarde autour de lui et trouve la directrice Mary debout. Elle révèle ensuite que Maya a transféré du mana dans son corps en l'embrassant. Maya rougit derrière Mary quand soudain Moroha et les autres entendent des grognements désapprobateurs derrière le rideau. Nous avons surpris Miss Ranjo essayant de se glisser dans le lit avec vous. Mary rit et dit à Satsuki que c'était nécessaire puisqu'elle essayait de séduire Moroha pendant qu'il dormait. Ensuite, elle s'assoit à côté de Moroha et lui demande s'il sait qu'il est le dragon ancien. Quand il exprime sa surprise, Mary révèle que la branche japonaise de l'agence White Knight l'appelle l'âme d'un héros ancien. Voyant que Moroha est toujours confus, Mary déclare que bien que les sauveurs soient des personnes ayant des souvenirs de leur vie passée, il y a certains sauveurs qui n'ont pas une, mais 2 vies passées. Moroha objecte que ce n'est pas possible car il ne se souvient de rien de sa 2e vie. Mary se souvient de son combat contre Glenn et affirme qu'il a utilisé un art sombre de niveau 3. Sans plus d'explications, Mary part tandis que Maya avertit qu'étant un cancer, littéralement et au figuré, il ferait mieux de rester à l'écart des femmes désespérées. Une fois qu'ils sont partis, Satsuki se détache et étreint Moroha. Avant que le garçon ait le temps de se détendre, Satsuki fait une grimace de trou de derrière moche alors qu'elle essaie d'embrasser Moroha. Juste à ce moment-là, Shizuno arrive et demande à Satsuki pourquoi elle se déguise en fondement ridé de quelqu'un. Rougissante de colère, Satsuki dit à Shizuno de se mêler de ses affaires. Shizuno ignore complètement la planche à laver et dépose un baiser sur le visage de Moroha à la place. Alors que Satsuki fait une crise, Maya observe le chaos depuis sa cachette et dit qu'elle avait raison de dire que Moroha était entouré de plusieurs femmes. Le lendemain en cours, Satsuki demande avec enthousiasme à Moroha d'échanger leur numéro avec elle, célébrant son 3e contact comme si elle venait de gagner à la loterie. Cependant, Shizuno, se tenant derrière elle, la félicite sèchement d'avoir quelqu'un d'autre que son ami imaginaire. Elle lui dit alors d'ajouter 2 au cas où elle aurait besoin de conseils pour faire pousser ses piqûres de moustiques. Mais Satsuki, maintenant énervé, s'en prend à Shizuno. Leur dispute est interrompue lorsqu'un gars nommé Jin arrive à la recherche de Moroha et Shizuno. En le suivant sur le toit, Jin informe Moroha que le directeur l'a recommandé pour une promotion au rang C. Jin, visiblement impressionné après avoir vu le combat de Moroha dans l'arène, remarque qu'il jette un coup d'œil à son badge et mentionne avec désinvolture qu'il est le frère aîné de Jin. Ensuite, Jin explique que, étant de rang C, Moroha recevrait un salaire et un emploi automatique avec l'ordre des Chevaliers Blancs après l'obtention de son diplôme. Le hic, il devrait rejoindre les Strikers, une unité de combat d'élite que Jin dirige personnellement. Jin lui donne le temps d'y réfléchir, mais quand Moroha entend le salaire, il accepte sans hésiter.
Shizuno secoue la tête avec exaspération et dit à Jin qu'elle assistera également à l'entraînement. Moroha, confuse, apprend que Jin lui avait déjà proposé plus tôt. Avant qu'il puisse partir, Satsuki, qui écoutait en cachette tout le temps, entre en suppliant de se joindre aussi. Jin ne se retient pas et lui dit qu'elle n'est pas encore prête. Une fois que Jin sort, Satsuki se retrouve au bord des larmes. Lorsque Moroha essaie de la réconforter, elle s'enfuit, déterminée à devenir plus forte pour pouvoir se battre à ses côtés. Plus tard, Moroha et Shizuno assistent à leur première séance d'entraînement de Striker, tandis que Shizuno explique qu'ils sont connus comme la génération dorée pour avoir vaincu plus de métaphysique que quiconque dans la branche japonaise. Presque tous sont de rang B ou supérieur, ce qui fait se demander à Moroha comment il va suivre le rythme de ses puissants adversaires. Sur le chemin du retour chez eux, ils trouvent Satsuki qui les attend. Elle les invite à manger, mais Shizuno refuse, insistant sur le fait qu'ils doivent se reposer pour l'entraînement. Moroha proteste, mais Shizuno le fait taire en lui rappelant son obligation de bien s'entraîner. Voyant cela, Satsuki s'excuse d'avoir été irréfléchi et propose de sortir un autre jour de libre avant de partir. Une fois parti, Moroha réprimande Shizuno pour avoir été trop sévère et s'en va rejoindre Satsuki. Le lendemain matin, Satsuki appelle Shizuno, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas annuler leur sortie prévue. Elle se rencontre au centre commercial où Satsuki entraîne Shizuno à la recherche du cadeau parfait pour son frère. Après des heures d'indécision, ils font une pause et Shizuno suggère subtilement que le sucre est bon pour la récupération, demandant en gros à Satsuki de lui acheter un Anka. Alors qu'ils savourent leur friandise, Satsuki remarque deux enfants qui lui rappellent sa vie passée avec Fraga. Soudain, le sol se fissure et un énorme être métaphysique ressemblant à un serpent jaillit d'une fontaine. Satsuki reste figé de stupeur, mais remarque rapidement qu'un des enfants est paralysé par la peur. Bien qu'elle soit terrifiée, elle refuse de paraître faible devant son frère. Se ressaisissant, elle manifeste son prana et appelle Shizuno, lui demandant de mettre l'enfant en sécurité pendant qu'elle distrait la créature. Shizuno lui dit que c'est dangereux, mais Satsuki lui assure qu'elle va seulement gagner du temps pour que les civils puissent s'échapper. Elle attaque de front, parvenant à blesser la bête, tandis que Shizuno lance un sort pour un soutien supplémentaire. Après avoir réussi à contacter Moroha et les Strikers, Shizuno propose de battre en retraite avec la foule, mais Satsuki refuse, lui rappelant qu'elle était autrefois la sorcière du monde des enfers. Elle ne s'enfuit pas. Ils attirent la créature dans le centre commercial désormais vide, seulement pour découvrir que c'est un monstre à plusieurs têtes. Une des têtes se jette sur eux et Shizuno pousse Satsuki pour l'écarter, recevant le coup à sa place. Satsuki, maintenant coincée sous elle, panique en réalisant qu'elle ne peut pas bouger. Shizuno lui dit faiblement d'augmenter son prana pour résister à la pétrification. Frustré et désespéré, Satsuki appelle Moroha. Pendant ce temps, l'unité de combat de l'école s'efforce d'évaluer la situation lorsque Moroha arrive en demandant une mise à jour. Jin admet que la situation est critique, notant qu'ils n'ont jamais rencontré un métaphysique avec autant de têtes auparavant. Quand Moroha insiste pour sauver Satsuki et Shizuno, Jin refuse, affirmant que leurs forces ne sont pas assez fortes pour prendre la risque. Moroha serre les poings, les souvenirs de la mort de ses parents revenant en mémoire. Regardant Jin dans les yeux, il déclare que s'ils ne peuvent même pas sauver les leurs, ils n'ont pas le droit de se dire sauveurs. Sur ce, il se lance seul dans la bataille. Au centre commercial, Satsuki se bat pour garder Shizuno consciente lorsqu'une des têtes la saisit avec sa langue, essayant de l'avaler tout entière. Juste au moment où elle se rapproche, Moroha fait irruption sur la scène, tranchant sans effort la langue de la créature. Voyant ses amis blessés, une fureur s'empare de lui, il lance une attaque implacable, mais la créature s'avère redoutable. Juste au moment où il semble qu'il pourrait perdre, Shizuno reprend conscience et lui rappelle qu'il a un autre pouvoir. Un souvenir de sa vie passée refait surface. Moroha, les yeux flamboyants, prononce une seule déclaration: il ne pardonne jamais à ceux qui lui prennent quelque chose. Il commence à réciter un puissant sort, même lorsqu'une des têtes l'avale tout entier. À l'intérieur de la bête, il termine son incantation et libère le sort, provoquant l'explosion du métaphysique de l'intérieur. Émergeant des décombres,
Moroha tient une orbe lumineuse dans sa main. Lorsque Satsuki demande ce que c'est, Shizuno explique que c'est une Gehenna de niveau 5. Moroha l'absorbe dans son épée, portant un coup final dévastateur qui détruit complètement la créature. Alors que la poussière retombe, les filles, désormais libérées de leur paralysie, regardent avec admiration alors qu'il descend doucement comme un véritable héros. Le jour suivant sur le toit, Satsuki reste sans voix lorsque Jin lui propose un poste dans la réserve des attaquants, impressionné par son courage pendant le combat. Ensuite, Jin se tourne vers Morohe, reconnaissant que bien qu'il maintienne sa décision de ne pas envoyer de renfort, il respecte également le choix de Moroha d'intervenir. Alors que Jin s'éloigne, Satsuki est tellement ravie qu'elle ne réagit même pas aux taquineries habituelles de Shizuno. Saisissant le moment, Moroha demande à Shizuno s'ils étaient ensemble dans sa vie antérieure. Mais elle se contente de sourire, lui disant qu'ils en parleront un autre jour avant de s'éloigner, le laissant à la fois intrigué et légèrement agacé. Dans un petit café confortable en ville, Moroha et les filles sont assises autour d'une table, essayant de comprendre pourquoi le principal avait annoncé que les trois avaient vaincu le métaphysique, alors qu'en réalité, c'était Moroha seul qui avait fait le gros du travail. Bien qu'il insiste sur le fait qu'elles ont contribué, Satsuki le dissuade, affirmant que c'était surtout lui. Shizuno la soutient en soulignant que les seules autres personnes capables de gérer une telle menace étaient les chefs 6, les sauveurs d'élite de rang A de l'ordre des chevaliers blancs. Alors qu'ils discutent, un homme aux cheveux blonds entre dans le café et essaie de commander une boisson en anglais. Cependant, lorsque la serveuse analphabète ne comprend pas, Satsuki se lève et propose son aide. Elle demande ce qu'il veut en anglais, seulement pour qu'il réponde couramment en japonais, la faisant se sentir comme une idiote totale. Furieuse d'avoir été dupée, Satsuki se prépare à lancer une attaque verbale complète. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Moroha la tire rapidement en arrière et dit à l'homme d'excuser Satsuki, car elle fait du crack. Pendant ce temps, Shizuno devine nonchalamment qu'il doit être britannique, ce qui amène le blond à la féliciter. Encore furieuse, Satsuki décide de passer sa commande elle-même, déterminée à le faire payer pour ses bêtises. Quand la boisson arrive, l'homme en prend une gorgée et est visiblement impressionné pendant 2 secondes, puis, sans avertissement, il la recrache, horrifié. Il la qualifie d'abomination et d'insulte nationale au thé, déclarant de manière théâtrale que c'est une déclaration de guerre contre sa patrie. Alors qu'il se remet de l'offense culinaire, Moroha propose d'aller lui chercher une serviette. Au comptoir, l'homme demande si Moroha avait déjà goûté à cette piètre excuse de thé auparavant. Mais quand Moroha se retourne pour répondre, il remarque quelque chose d'étrange. L'homme n'est plus à sa table, tout semble étrangement lent, mais avant qu'il ne puisse comprendre la situation, l'homme se tient soudain juste devant lui, le poing prêt à frapper. Le coup de poing s'arrête à quelques centimètres du visage de Moroha, mais la force pure crée une rafale assez forte pour onduler à travers le café. Moroha, cependant, ne bronche même pas. L'homme, maintenant curieux, lui demande pourquoi il a agi si calmement. Moroha répond simplement qu'il devait agir nonchalamment, sinon les méchants seraient dégoûtés. Déçu, l'homme soupire, jette de l'argent sur la table et feuille. Satsuki, toujours confuse, demande qui il est, ce qui pousse Shizuno à révéler qu'il est Sir Edward Lampard, un membre des 6 chefs et chef du QG britannique. Plus tard, en se changeant dans le vestiaire, Satsuki informe Shizuno des derniers potins de l'académie. Sir Edward est apparemment là pour réaliser une inspection à grande échelle. Shizuno, cependant, rejette cela comme un prétexte, convaincu que son véritable objectif est d'observer Moroha. Après tout, chaque pays a entendu parler de lui et ils veulent tous une part de celui qu'on appelle le plus ancien héros déchu. Comme toujours, Satsuki chante les louanges des compétences de Moroha, prédisant avec confiance que même le prétentieux Sir Edward se tournera vers Moroha une fois qu'il deviendra rang S. Cependant, Shizuno n'est pas aussi enthousiaste, car bien que le rang S puisse être prestigieux, il signifie aussi aucune liberté et une vie de danger constant. En entendant cela, Satsuki fait une crise, déclarant qu'elle doit jouer la petite sœur capricieuse pour Moroha, ce qui fait soupirer Shizuno devant la mangeuse de crottes de nez. En rejoignant Moroha, le groupe se dirige vers l'arène,
mais est arrêtée par Maya qui se présente officiellement au groupe Scooby. Elle suscite immédiatement la méfiance de Satsuki qui exige de savoir pourquoi une personne incomplète traîne autour de l'académie. Maya explique que parce qu'elle s'est éveillée en tant que sauveuse à un âge inhabituellement précoce, elle ne pouvait pas être normale. Au lieu de cela, elle passe son temps à l'académie avec sa sœur, Mari, qui est également leur directrice. Moroha remarque que Shizuno connaissait déjà Maya. Elle le confirme, révélant avec désinvolture que son frère est le président du conseil de l'académie. À l'intérieur de l'arène, l'instructeur annonce que le cours d'aujourd'hui sera une session conjointe entre les élèves de première et de deuxième année. Cherchant un volontaire pour faire une démonstration, il n'a pas terminé sa phrase qu'un étudiant de deuxième année trop sûr de lui, nommé Kami, s'avance. Avec un ego de la taille de la ligne de cheveux de Humpty Dumpty, il défie directement Moroha, le blâmant de l'avoir éclipsé. Dans les gradins, Maya encourage Moroha avec enthousiasme, tandis que le frère de Shizuno essaie de convaincre Sir Edward de regarder le combat et de témoigner de la force de l'ancien dragon. Le match commence et Kami lance immédiatement un sort de niveau 2, Blaze. Mais Moroha le bloque sans effort en utilisant la résistance magique. En réponse, Moroha réplique avec un sort d'incinération de niveau 3, repoussant Kami. Après avoir quitté l'arène, Moroha se dirige vers le bureau du directeur, mais trouve Maya à la place. Pendant qu'il attend, elle propose de révéler tout ce qu'elle sait sur Shizuno et son frère. Elle révèle que leur grand-père a financé l'académie et que le frère de Shizuno, un cadre de la branche japonaise, la prépare pour la direction. Objectif : gagner plus d'influence en poussant Shizuno à une position de pouvoir. La révélation renforce le soupçon de Moroha que Shizuno n'est rien d'autre qu'un pion pour sa famille. Cependant, Maya le rassure en lui disant que Shizuno est plus heureuse depuis qu'elle l'a rencontré. Plus tard dans la journée, Moroha s'endort dehors et se réveille avec Shizuno assise à côté de lui. Encore engourdi, il ne réalise pas immédiatement que sa main s'est posée quelque part d'inapproprié jusqu'à ce que Shizuno émette un son. Calme comme toujours, Shizuno le taquine en disant qu'il jonglait juste avec ses atouts. Gêné, il s'excuse, puis change de sujet en demandant si elle est la sorcière des enfers. Elle le nie, il continue de la regarder, ce qui la pousse à lui dire d'aller l'embrasser. En roulant des yeux, Moroha lui dit qu'elle sent comme les aisselles d'un ouvrier du bâtiment. Ailleurs, Sir Edward est assis dans sa voiture, discutant du pouvoir de Moroha avec son assistant. Il ne croit pas au rapport du principal sur la défaite du Multi-Headed Metaphysical et insiste sur le fait qu'il a besoin de plus de temps pour évaluer correctement Moroha. Ce soir-là, le frère de Shizuno, Tadanori, invite Moroha à dîner. Pendant le repas, il demande à Moroha s'il sait ce qu'il faut pour être candidat au titre de Ranker. Moroha ne le sait pas, alors Shizuno explique qu'il faut vaincre un métaphysique seul. Tadanori souligne que Moroha l'a déjà fait, mais Moroha soutient que Shizuno et Satsuki ont aidé. Imperturbable, Tadanori pousse l'idée qu'un petit mensonge pourrait faire de lui le numéro 2 du Japon, l'encourageant à revendiquer tout le mérite. Shizuno, cependant, soutient que cela lui coûterait sa liberté. Son frère la rejette immédiatement, disant que c'est une décision familiale. Plus tard, dans la chambre de Shizuno, elle s'excuse pour le comportement de son frère, mais Moroha remarque que sa chambre manque de personnalité. Elle explique que tout a été choisi par sa famille, ce qui la rend impersonnelle. Alors qu'il parle, un souvenir s'éveille en elle, la rendant émotive. Elle s'excuse rapidement et se dirige vers le balcon pour prendre l'air. Moroha la suit. Sur le chemin du retour, ils réalisent qu'ils sont suivis. Demandant au conducteur de s'arrêter, ils décident de marcher. Dans le parc, il interpelle le harceleur, lui offrant une chance de partir pacifiquement. Au lieu de cela, ils attaquent. Canalisé du prana dans son insigne, il contre-attaque et dans le feu de l'action, il réalise que son adversaire est une femme. Alors qu'elle se prépare pour une nouvelle attaque, un vieux souvenir refait surface et il la bloque instinctivement avec un sort de vent. L'impact la repousse. Un instant plus tard, elle abandonne et disparaît dans la nuit. Au téléphone, Sir Edward informe Tadanori qu'il a testé la force de Moroha et, à sa grande déception, l'a trouvé indigne d'une recommandation de Ranker. En bref, Moroha n'est pas prêt pour les grandes ligues. Pendant ce temps, Moroha rentre à son dortoir après l'école
espérant un peu de paix, seulement pour découvrir Maya se prélassant dans sa chambre. Il s'avère qu'elle est sa nouvelle colocataire. Son premier instinct, la mettre dehors. Dehors, mais Maya, imperturbable, explique avec désinvolture que sa sœur a approuvé le déménagement. Sans échappatoire à ce dilemme, Moroha se résigne à son sort, priant en silence de ne pas être étiqueté comme un lolicon s'ils dorment sous le même toit. Le lendemain matin, Tadanori annonce à Shizuno qu'elle va être envoyée à l'étranger pour étudier. Shizuno, sans surprise, n'est pas ravi. Le siège britannique a besoin d'un Kuroma, et compte tenu de son rôle dans la défaite du métaphysique, elle est apparemment la candidate idéale. Furieuse, elle se lève brusquement de son siège, refusant catégoriquement. Mais Tadanori lui rappelle calmement que la décision n'est pas la sienne, c'est celle de la famille. En se rendant à l'école, elle croise Moroha, Satsuki et Maya. Satsuki, qui semble plus concerné par la situation de vie de Moroha que par la sienne, informe Shizuno que le directeur a personnellement approuvé le déménagement de Maya dans sa chambre. Moroha, encore perplexe, insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée de comment tout cela est arrivé. Au moment où Satsuki entre dans la classe, elle se dirige directement vers Moroha. Avec un air de trahison, elle révèle qu'elle avait demandé au directeur de la laisser être sa colocataire, mais a été refusée, et explique comment elle se sent en insécurité avec Maya dans les parages. Avant que Moroha ne puisse répondre, Maya entre en trombe, annonçant frénétiquement un problème. Chez Shizuno, elle est assise à la table à manger avec Sir Edward et son frère, qui dit fièrement à leur invité distingué combien il est ravi que Shizuno soit sous sa responsabilité. Leur repas agréable est interrompu par le majordome, qui annonce que Shizuno a un appel de l'école. Elle s'éloigne pour le prendre, seulement pour se rendre compte que ce n'est pas le directeur, c'est Moroha. Il va droit au but, demandant pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle simule une maladie, mais il n'y croit pas. Lorsqu'elle refuse de dire la vérité, il menace de se rendre chez elle. Acculée, Shizuno admet qu'elle part pour la Grande-Bretagne. Moroha demande immédiatement si c'est son propre choix. Lorsqu'elle reste silencieuse, Moroha lui dit d'arrêter de suivre chaque ordre de son frère, mais Shizuno déclare qu'elle ne peut pas faire cela. Moroha lui demande pourquoi elle agit comme une esclave, ce qui amène Shizuno à se souvenir de sa vie passée où elle était effectivement une esclave. Alors que les souvenirs refont surface, Shizuno dit à Moroha qu'elle est liée par son nom de famille, ce qui énerve Moroha qui lui dit que rien ne peut la retenir. En entendant cela, Shizuno lui dit que même sans ses souvenirs, il se comporte comme avant. Chut. Sur ce, elle raccroche et rejoint son frère. Au fur et à mesure que le repas progresse, le majordome s'approche à nouveau de Tadanori pour l'informer de l'arrivée d'un visiteur. Agacé, il le congédie. Avant même que le majordome ne sorte, Moroha fait irruption par la fenêtre tel un héros d'action, sans se soucier des dégâts matériels. Frustré, Tadanori menace de le faire arrêter pour effraction. Moroha l'ignore et s'avance vers Sir Edward, avouant avec audace que c'était lui qui avait vraiment détruit le métaphysique. Shizuno le traite d'idiot pour avoir sacrifié sa liberté, mais Moroha s'en moque et dit que même s'il ne se souvient pas de sa vie passée, elle est toujours importante pour lui. Quand il lui demande ce qu'elle veut vraiment, elle admet finalement qu'elle veut rester à ses côtés. Plus enragé que jamais, Tadanori demande à Moroha s'il s'enfuit avec sa sœur. En réponse, Moroha lui montre la langue qu'il utilisera sur sa sœur et saute par la fenêtre avec Shizuno, où Satsuki apporte une voiture pour lui. Furieux, Tadanori se tourne vers Sir Edward, le pressant d'intervenir. D'abord hésitant en raison des conséquences diplomatiques potentielles, Sir Edward est finalement convaincu par les supplications désespérées de Tadanori. Leur fuite ne dure pas longtemps, la voiture est prise en embuscade et Moroha empêche de justesse qu'elle ne sorte de la route. Sir Edward et son assistante, Angela, apparaissent, exigeant le retour de Shizuno. Moroha refuse, ce qui pousse Sir Edward à déclarer que s'il était celui qui a vaincu le métaphysique, alors il n'aurait pas besoin d'emmener Shizuno avec eux. Cependant, il ajoute avec suffisance que comme il n'y a pas de preuves, il est limité dans ses actions. Comme Moroha veut seulement sauver Shizuno, il propose rapidement un duel que Sir Edward accepte, en tant que chevalier bien sûr. Alors que les filles font face à Angela, Moroha dégaine son épée, ce qui pousse Sir Edward à faire de même. Cependant, chaque attaque qu'il lance est contrée, et lorsqu'il tente un sort, Sir Edward le rejette comme inutile. Dans un dernier acte d'humiliation,
Sir Edward brise l'épée de Moroha et se moque de sa défaite. À ce moment-là, Maya, qui les avait secrètement suivis dans la forêt, dresse une barrière permettant à Moroha de se donner à fond. Désormais capable de se battre sans retenue, il libère son prana et commence à chanter. Sir Edward, peu impressionné, se demande pourquoi Moroha répète la même stratégie inefficace. Son arrogance lui coûte cher. Moroha le dépasse à toute vitesse, le prenant par surprise. Incapable de réagir à temps, l'épée de Sir Edward est brisée. Avant que Moroha ne puisse porter le coup de grâce, il remarque une étiquette autour du cou de Sir Edward. Sir Edward l'active et une armure complète se matérialise autour de lui. Plutôt que d'être découragé, il félicite Moroha de l'avoir forcé à l'utiliser. La bataille tourne à nouveau à son avantage alors que Sir Edward reprend le dessus. Acculé et à court d'options, Moroha a soudainement un éclair de mémoire où Shizuno lui dit qu'elle est sa femme. Se souvenant de tout maintenant, Moroha dévoile un sort ancien enfoui profondément dans son subconscient. Il saute en l'air et commence à chanter. L'air devient lourd. Angela, toujours en pleine bataille avec les filles, réalise immédiatement la gravité de la situation que Moroha est en train de lancer un sort de niveau 8 des arts obscurs. Shizuno, comprenant ce qui arrive, sourit et déclare que la malédiction changera tout. Sir Edward, excité par le spectacle, regarde Moroha lancer le sort. Tout ce que cela touche gèle instantanément. Juste avant que le sort ne l'atteigne, Sir Edward, très impressionné, reconnaît officiellement Moroha comme le numéro 7 chanceux, le nouveau membre des Sictet. Après le duel, ils se regroupent chez le principal. La sonnette retentit, révélant nul autre que Sir Edward. Il admet sa défaite et accorde à Shizuno la permission de rester au Japon. Puis, avec une lueur de curiosité, il interroge Moroha à propos de leur rencontre précédente au café. Il avait remarqué quelque chose d'étrange, que Moroha ne bougeait pas quand il a frappé. Moroha explique qu'il pouvait dire qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal juste en lisant son prana. Très impressionné, Sir Edward fait une dernière déclaration qu'il est maintenant officiellement soutenu pour un rang S. Promotion. Un mois après le duel intense entre Sir Edward et Moroha, Jin annonce qu'ils iront à un camp d'été sur une île éloignée. Tout à coup, Moroha se retrouve attaqué par derrière par son senpai nommé Kanazaki. Plus tard dans la journée, Satsuki va faire du shopping pour trouver le maillot de bain parfait afin d'attirer l'attention de Moroha et ses nouilles. De même, Tadanori offre un tas de maillots de bain et un pneu à Shizuno pour qu'elle puisse piéger Moroha. Pendant ce temps, Moroha flirte avec un gars pas cher nommé Momo en lui disant qu'elle sera superbe en bikini. Le jour du départ, Mari utilise un sort de téléportation, une technique que Maya explique ne peut être réalisée qu'une seule fois par jour. Arrivés à la plage, les étudiants ne perdent pas de temps pour se livrer à des plaisanteries, Satsuki subissant un incident inattendu qui la laisse déambuler seins nus. Voyant Satsuki se comporter comme un clown sans klaxon, Shizuno l'appelle une chercheuse d'attention. Peu de temps après, d'autres étudiants, y compris Maya, se joignent à l'amusement avant que Kanazaki ne décide de passer à l'action, déclenchant son harcèlement caractéristique sur Moroha. Juste au moment où ses mains deviennent plus audacieuses dans l'exploration de son dos, Jin appelle à l'attention, annonçant que l'entraînement sera un effort individuel. Chaque élève doit se fixer un défi personnel à réaliser avant la fin du camp, avant d'être laissé à lui-même. Satsuki, avec une détermination inébranlable, déclare immédiatement son objectif, dépasser Momo en vitesse. Cependant, Momo dit nerveusement à Satsuki de faire autre chose. Remarquant que Momo a moins de courbes qu'un bloc Minecraft, Satsuki devient plus confiant jusqu'à ce que finalement Momo accepte. Finalement, Momo accepte une course, mais Satsuki perd constamment. Pendant ce temps, Moroha, sur le côté, lui souhaite bonne chance, mais Shizuno et Maya restent sceptiques, soulignant que les compétences de Momo dépassent largement celles de Satsuki. À ce moment-là, le téléphone de Moroha sonne, révélant Sir Edward en ligne, se lamentant de sa charge de travail, tandis que Moroha profite de son temps à la plage, entouré de belles femmes. Moroha dit à Sir Edward qu'il se tue à petit feu et raccroche. Ensuite, Moroha informe les filles et plusieurs autres élèves de sa promotion potentielle au rang S, mais ajoute que l'empereur de la foudre de Russie s'y oppose fermement. Maya, visiblement mal à l'aise,
partage que sa sœur a décrit l'empereur russe comme un individu vraiment terrifiant. En entendant cela, Shizuno s'excuse et dit que c'est à cause d'elle que ses vrais pouvoirs ont été révélés. Moroha, comme d'habitude, lui dit de se détendre. Plus tard dans la soirée, Satsuki saisit l'occasion de demander à Moroha de l'aider à s'entraîner pour surpasser Momo. Cependant, il lui conseille de reconsidérer son objectif. Elle soutient avec passion qu'elle veut devenir assez forte pour être utile plutôt que simplement la petite sœur qui gêne toujours comme elle l'a fait dans sa vie antérieure. Tentant de la rassurer, Moroha se remémore son passé en tant que Flaga et partage qu'il se souvient partir constamment pour la bataille tandis qu'elle restait derrière. Satsuki explique que son absence était due à la peur d'être un obstacle, mais Moroha clarifie que c'était une mesure pour la protéger des difficultés de la guerre. En insistant sur son inquiétude, il réitère ses réserves concernant le défi qu'elle lance à Momo, mais Satsuki admet que son défi était purement égoïste. Elle ressent le fait que Momo finit toujours par être le partenaire d'entraînement de Moroha en raison de leur vitesse similaire. Et en surpassant Momo, elle peut sécuriser cette place elle-même. Ému par sa sincérité, il accepte finalement de l'aider. Lors d'une fête barbecue animée, les compétences de grillade de Satsuki deviennent le point culminant recevant des éloges. Momo, curieuse, lui demande si elle s'est entraînée et Satsuki révèle qu'elle a toujours voulu cuisiner pour son frère, ce qui l'a motivée à améliorer ses compétences. À l'écart de la foule, Moroha engage une conversation avec un étudiant qui le félicite pour sa prochaine promotion de rang. Leur échange est interrompu par Camille, qui affirme avec arrogance que la promotion de Moroha est vouée à l'échec et suggère qu'il devienne plutôt son subordonné. Kanazaki conseille alors à Moroha d'ignorer l'âne, remarquant que Camille, dans sa première année, n'était même pas à moitié aussi capable que Moroha l'est maintenant. Plus tard dans la nuit, Satsuki intensifie son entraînement en essayant de courir sur l'eau sous l'œil attentif de Moroha. Avant leur départ, elle mentionne avoir ressenti une présence inhabituelle émanant de la mer. Mais Moroha n'y prête pas attention. 2 jours avant la fin du camp, les étudiants se rassemblent sur la plage pour profiter d'un feu d'artifice. Maya partage avec affection qu'elle a toujours été réconfortée par les feux d'artifice car sa sœur les utilisait pour l'apaiser chaque fois qu'elle se sentait submergée après s'être réveillée en tant que sauveuse. Au milieu des festivités, les étudiants se livrent à diverses pitreries, Satsuki réussissant à enflammer le derrière de Camille. En chemin pour acheter plus de feux d'artifice, Moroha rencontre Shizuno portant un yukata. Elle attrape la main de Moroha et lui dit qu'elle peut lui montrer son point de spawn puisqu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Moroha se libère et dit à Shizuno de se détendre. Ils prennent un moment pour s'asseoir ensemble sur le trottoir où Moroha, avec une rare manifestation de culpabilité, s'excuse de ne pas passer assez de temps avec elle. Il exprime son désir d'emmener sa tante lors de leur prochain voyage et Shizuno promet avec espièglerie de se joindre à lui. La panique le gagne rapidement lorsqu'elle laisse subtilement entendre qu'elle pourrait être présentée comme sa petite amie, le laissant tout embarrassé. Les 6 chefs se réunissent pour débattre de la promotion de Moroha au rang S, mais la décision est loin d'être unanime car les chefs russes et français la rejettent catégoriquement. Le chef américain affirme qu'il n'y a aucun moyen de mesurer la force de Moroha, tandis que le chef chinois, qui n'a pas de courage, n'a pas d'opinion. Le chef japonais nommé Ando affirme cependant que Moroha a vaincu à lui seul un métaphysique à 9 têtes, mais malgré cela, le chef français exige des preuves. Juste au moment où Sir Edward s'apprête à garantir Moroha, Ando saisit soudainement sa poitrine de douleur et annonce l'arrivée d'un métaphysique. Au camp d'entraînement, les Strikers regardent une diffusion en direct de la créature et sont collectivement stupéfaits par sa taille impressionnante. Jin rapporte que les Six Heads l'ont classé comme classe forteresse et avec sa vitesse actuelle, il atteindra l'île dans 1 heure. Cependant, leurs ordres sont clairs. Ils ne doivent pas engager. Avec l'absence d'Ando, le risque est trop grand, donc Jin leur ordonne de rassembler leurs affaires et de se préparer à évacuer avec les insulaires. Kame part en premier, affirmant qu'il a une diarrhée explosive tandis que Satsuki regarde Moroha nerveusement. Comme toujours, Moroha étant le daddy de tout le monde, dit à la fois à Satsuki et à Shizuno de faire comme ordonné.
Pendant ce temps, au quartier général britannique, le chef russe avertit Ando de ne pas retourner au Japon, tandis que le chef américain soutient qu'il est impossible de vaincre le métaphysique sans les 6 chefs. Imperturbable, le chef russe suggère que ce qu'on appelle le rang S du Japon devrait s'en occuper seul pour un test. Les Français, étant français, lancent rapidement un sort pour endormir Ando, s'assurant qu'il reste en place. Pendant ce temps, voyant tout cela, Sir Edward espère que Moroha saura gérer la situation. De retour sur l'île, les derniers évacués montent à bord de leur navire. Mais Moroha, Satsuki, Shizuno et Maya restent. Juste au moment où ils supposent n'être les seuls restants, Jin apparaît en disant que Moroha l'a inspiré à ne pas être un lâche, et peu après, le reste des Strikers se montrent timidement, prétendant avoir raté leur bateau. Déterminés à se battre, ils élaborent un plan en utilisant des sirènes pour attirer le métaphysique à un endroit stratégique. Quand la créature cesse de bouger, ils craignent que le plan ait échoué jusqu'à ce que des feux d'artifice montent, attirant son attention. Il s'avère que c'est nul autre que Kami qui est derrière cela, car il voulait ses 10 secondes de gloire. Alors que les Strikers lancent une série d'attaques contre le métaphysique, l'insecte géant riposte en libérant des cafards volants. Alors que son moment approche, Jin se souvient comment son défi personnel était de rattraper Moroha, qui lui a dit avec désinvolture que la force est une question d'attitude. Avec cette pensée, Jin détruit une jambe du flanc gauche et fait signe à Moroha, qui augmente la musique par les haut-parleurs avant de passer à l'action. Avec le sortilège de la géhenne noire, il tranche un bras. La bête riposte à nouveau, manquant de peu de l'aplatir, mais il parvient à peine à le bloquer. Les grévistes étant divisés en 2 équipes, Kuroma et Shirogane travaillent ensemble pour prendre le contrôle de la situation. Ailleurs, Kanzaki exprime sa frustration de ne pas avoir réussi à danser le tango audacieux avec Moroha et s'en prend aux insectes. Jin coupe une autre patte arrière juste au moment où Momo arrive avec un rapport sur l'état des Strikers. Avant qu'ils ne puissent se regrouper, le métaphysique éclate d'un rire étrange et libère les bébés avortés d'un modèle OnlyFans sur les Strikers. Jin ordonne immédiatement une retraite, mais le métaphysique lance une attaque sonore dévastatrice en utilisant les bébés avortés, rendant la plupart des Strikers inconscients. Les sorts de protection s'avèrent inutiles, laissant Satsuki comme le seul encore debout. N'ayant plus personne pour combattre les insectes, Satsuki commande aux Strikers restants d'évacuer les blessés avant de se lancer dans la bataille. Momo se précipite pour informer Moroha, qui lui dit de retourner en lieu sûr afin qu'il puisse gérer la situation. Alors qu'il cherche désespérément une solution, des éclairs de son passé refont surface. Un sortilège longtemps oublié lui revient en mémoire et il se précipite sur le dos de la créature, gravant les symboles nécessaires à l'activation, tandis que Momo reste en arrière pour repousser les insectes afin qu'ils puissent se concentrer. Lorsqu'il appelle Satsuki pour qu'elle se mette à l'abri, elle s'évanouit immédiatement. Voyant cela, Momo se précipite pour l'aider tandis que les autres se mettent à l'abri sous la barrière de Maya. Avec tout en place, Moroha déclenche le sort, détruisant la bête dans une explosion spectaculaire. De retour au quartier général britannique, Ando se réveille juste à temps pour être témoin de la destruction du métaphysique. Il loue les efforts de Moroha, bien que les chefs russes et français en soient extrêmement mécontents. Cependant, le chef américain admet que Moroha a sans aucun doute mérité son statut de rangiste. Pour apaiser tout le monde, Sir Edward propose de mettre Moroha en probation jusqu'à sa remise de diplôme. Sur l'île, Maya soigne les blessures des Strikers pendant que Moroha et Satsuki s'assoient au bord de la mer. Lorsque Moroha mentionne qu'il est épuisé, elle pose rapidement sa tête sur ses genoux. Shizuno arrive rapidement et annonce que le héros mérite mieux pour dormir, ce qui provoque immédiatement une bagarre. Alors que Morosa se retrouve entre le paradis et l'enfer, Maya et les autres arrivent. Tout le monde félicite Maya pour qu'elle ne commence pas à pleurer pour sa maman, tandis que Kanazaki complimente rapidement Satsuki et puis vole Moroha afin qu'il puisse sentir ses airbags de qualité supérieure. Comme toujours, Jin arrive à temps et bloque la chance de Kanazaki d'obtenir le zizi de Moroha. Quelques jours plus tard, Moroha tombe sur une lettre dans son casier l'invitant à recevoir une gâterie derrière le gymnase. Ne voulant pas qu'un autre gars ou une fille avec un bâton voie cela, Moroha se dépêche d'aller chercher une gâterie. Mais quand il arrive, il trouve la nouvelle étudiante d'échange russe aux cheveux argentés qui l'attend. Avant qu'il ne puisse l'accuser de l'avoir attiré dans une embuscade,
La fille révèle qu'elle s'appelle Pearly Gates, parce qu'une fois que vous entrez, vous êtes au paradis. Avec cela, elle demande à Moroha d'être son chéri, mais Moroha la rejette et déclare que bien qu'il cherche quelque chose de positif dans la vie, ce n'est pas nécessairement un test de dépistage d'une MST. Ayant été rejetée, la fille adopte une attitude émo, annonçant qu'elle veut se pendre maximum. Moroha panique et lui dit qu'il devrait commencer par être amis. Plus tard en classe, lorsque la Russe fait son entrée, tous les garçons sont instantanément captivés non par sa présence, mais par la démonstration physique qui se produit sur sa poitrine à chaque pas. Elle se présente comme Elena quand soudain Satsuki lève la main et demande à Elena pourquoi elle a l'air si orpheline. Elena révèle calmement que c'est parce qu'elle est effectivement orpheline. Shizuno, qui n'aime pas tourner autour du pot, demande si elle a un quelconque motif caché pour s'inscrire dans leur école. Elena déclare audacieusement que son véritable but est de devenir l'extractrice personnelle de sperme de Moroha. En entendant cela, Satsuki bondit de son siège, déclarant que personne ne s'approche de son frère sans sa permission. Quand Elena la qualifie de mignonne, Satsuki oublie momentanément sa colère jusqu'à ce que Shizuno se racle la gorge, la ramenant brusquement à la réalité. Agacée, Satsuki insiste sur le fait que la flatterie ne fonctionnera pas sur elle. Elena, cependant, implore son approbation, mais Shizuno intervient à nouveau, exigeant de savoir ce qu'Elena aime exactement chez Moroha. Sans hésitation, Elena dit que c'était le coup de foudre. Satsuki devient frustré tandis que Shizuno reproche à Elena une réponse fade. Confuse, Elena demande à Shizuno quelle est sa raison d'aimer Moroha. Quand elle dit qu'elle aime tout, Elena déclare que sa réponse est également invalide. Pendant ce temps, les élèves masculins excitent Moroha pour être devenu un prophète des sous-vêtements. Ce soir-là, dans l'arène d'entraînement, l'équipe des Strikers regarde un duel se dérouler entre deux des leurs. Sophie, l'attaquante, essaie d'esquiver une attaque, mais Taki, l'attaquant, la ramène en arrière. Il se prépare à frapper, mais Sophie contre, utilisant son plot armor pour dévier l'attaque. Tandis que Satsuki et Kamui se disputent sur qui va gagner, Momo s'approche timidement de Moroha et murmure si les rumeurs sur lui et Elena sortant ensemble sont vraies. Il le nie pour entendre Maya intervenir en disant que c'est tout ce dont tout le monde parle. Satsuki ramène l'attention sur le duel, juste au moment où Taki met en place un piège en utilisant un ancien art de la lumière. Sophie, impressionnée, augmente son prana et marche avec confiance à travers les lignes. Mais Taki devient tout rouge alors qu'il lutte pour détourner son regard. Sophie suppose qu'il est contrarié que son piège ait échoué jusqu'à ce qu'il lui dise de regarder en bas. Au moment où elle réalise, c'est trop tard, car ses vêtements ont été réduits en lambeaux. Mortifiée, Sophie concentre toute sa force dans une gifle qui envoie Taki voler à travers l'arène comme une poupée de chiffon. L'entraînement terminé, tout le monde rentre chez soi où il rencontre Telena qui propose à Moroha un rendez-vous. Satsuki proteste immédiatement, déclarant qu'il ne peut y aller que si elle et Shizuno l'accompagnent. Cependant, Shizuno refuse, affirmant qu'elle a des choses plus importantes à faire. Le lendemain, Moroha attend à leur point de rendez-vous, devenant impatient alors qu'Elena et Satsuki sont en retard. Elena finit par arriver, mais elle est déguisée en chat. Moroha, qui n'aime pas les furies, lui demande pourquoi elle est habillée pour un stream sur Twitch. En entendant cela, Elena devient gênée, et Moroha essaie de lui remonter le moral quand soudain Satsuki appelle pour dire qu'elle ne pourra pas venir car elle aide Sophie dans une soupe populaire. N'ayant pas d'autre choix, Elena abandonne les oreilles de chat et ils commencent enfin leur rendez-vous. Leur premier arrêt est un restaurant où Elena se confie sur le fait que la branche russe forme les sauveurs comme un camp d'entraînement militaire, les envoyant tôt au combat. Remarquant qu'il est franc avec elle, Elena demande à Moroha s'il soupçonne qu'elle aurait été transférée ici pour l'assassiner. Mais lorsqu'il répond non, Elena admet qu'il lui rappelle Sir Edward, ce qui fait soupirer Moroha de frustration. Leur prochain arrêt est le centre commercial où Elena essaie de l'embrasser en cachette en prenant des photos. Moroha esquive comme si sa vie en dépendait. Au cinéma, elle passe à la vitesse supérieure en s'asseyant sur ses genoux. Il la remet rapidement à sa place, mais elle attrape ses cuisses, le figeant sur place. Pendant ce temps, Shizuno, sentant quelque chose de suspect, appelle Angela pour enquêter sur le passé d'Elena. Angela lui conseille de faire attention car Elena n'est pas une sauveuse ordinaire, c'est la dévoreuse d'hommes. Alors que leur rendez-vous se termine,
Moroha se remémore les moments passés à jouer avec son oncle étant enfant. Quand Elena demande des nouvelles de son père, il répond simplement qu'il est décédé. Réalisant qu'ils partagent un passé similaire, Elena n'ayant que son frère, Moroha exprime son désir de le rencontrer. Cette nuit-là, un corbeau nommé Kondra se perche à côté d'Elena, rapportant que leur plan progresse parfaitement. Il s'avère qu'elle a été envoyée au Japon pour se rapprocher de Moroha parce que sa seule faiblesse est les personnes qu'il aime. Comme elle sait qu'elle n'est pas de taille à lutter contre lui, la seule façon de prendre le dessus est de devenir l'une de ses faiblesses. Kondra lui rappelle ensuite que si elle réussit, elle pourra enfin revoir son frère. Le lendemain à l'école, Elena trouve une lettre dans son casier de la part de Shizuno qui l'invite à sortir. Cependant, lorsqu'elle arrive, Shizuno dit à Elena qu'elle sait tout et qu'elle ne peut donc pas permettre qu'elle se rapproche de Moroe. Suite à cela, Shizuno tire son étiquette, invoquant son prana. Elle lance une attaque d'ombre glaciale, mais Elena la bloque et la repousse sans effort. Shizuno répète l'attaque, mais cette fois, Elena utilise un arbre pour se cacher avant de contourner pour frapper par derrière. Juste au moment où elle est sur le point de porter un coup, le bâton de Shizuno se transforme en dragon de glace, repoussant l'arme. Le dragon attaque, coinçant Elena. N'ayant pas d'autre choix, elle canalise le prana dans son tag, absorbant les sorts de Shizuno un par un. Lorsque le dragon attaque à nouveau, elle le détruit complètement. Enfin, atteignant Shizuno, Elena place son épée contre sa gorge et lui demande de garder la bouche fermée. Quand Shizuno demande ce qui se passe si elle ne le fait pas, Elena promet de l'effacer la prochaine fois qu'elle se mettra en travers de son chemin. Cependant, Shizuno continue de la provoquer, ce qui pousse Elena à dire qu'elle va lui faire une vilaine cicatrice, qui fera que Moroha la détestera. Shizuno ne tremble pas de peur et dit à Elena que maintenant que Moroha a goûté à son gâteau moelleux, il ne se souciera pas de son visage. Juste à ce moment-là, un professeur arrive, incitant Elena à s'échapper. Après avoir appris de Maya que Shizuno est assigné à résidence, Satsuki et Moroha s'inquiètent tous les deux. Maya note également qu'Elena est absente aujourd'hui, ce qui pousse Satsuki à dire qu'elle ira voir les deux filles après les cours. Cependant, Moroha, de plus en plus inquiet, se rend auprès de Shizuno pour découvrir qu'elle soigne une jambe blessée. En le voyant, Shizuno révèle rapidement tout sur Elena et sa véritable identité de mangeuse d'hommes. Cependant, Moroha lui crie de se taire et serre Shizuno dans une étreinte chaleureuse. Moroha la gronde ensuite, mais Shizuno s'excuse rapidement et, avec une véritable inquiétude, le supplie d'être prudent avec Elena. Imperturbable, Moroha ignore l'avertissement, insistant sur le fait qu'Elena ne semble pas être une menace puisque, selon lui, une femme avec une grosse poitrine ne peut pas être méchante. Pendant ce temps, une Elena meurtrie est réveillée en sursaut par Kondra, qui a pris la forme d'un chat cette fois-ci. Il ne perd pas de temps à la questionner, exigeant de savoir pourquoi elle n'a pas éliminé Shizuno alors qu'elle en avait l'occasion idéale. Il lui rappelle froidement qu'échouer dans sa mission signifie qu'elle ne reverra jamais son prétendu frère. Juste au moment où la culpabilité commence à s'installer, un coup à la porte la rend tendue. Agissant vite, elle chasse Kondra par l'arrière avant de vérifier prudemment qui c'est. En voyant Moroha et Satsuki dehors, elle décide immédiatement de faire semblant de ne pas être chez elle. Un effort vain lorsque les deux font le tour et que Satsuki la gronde pour les avoir ignorés comme une enfant têtue. Une fois à l'intérieur, Moroha s'occupe lui-même de la jambe blessée d'Elena et s'excuse auprès d'elle au nom de Shizuno. De son côté, Satsuki s'occupe dans la cuisine à préparer de la nourriture. Ce qui devait être une courte visite se transforme en une journée entière passée ensemble. Et à la tombée de la nuit, Moroha décide de rester et de veiller sur elle. Cette routine continue pendant les prochains jours, avec Moroha et ses amis qui se relaient pour s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Un après-midi, alors que Sophie est de service, elle mentionne en passant ses projets de rejoindre la branche japonaise après l'obtention de son diplôme et suggère à Elena d'envisager de faire de même. Cette simple suggestion frappe Elena comme un camion, lui faisant réaliser qu'elle est devenue trop molle et a complètement oublié sa mission. Déterminée à reprendre le bon chemin, elle ne perd pas de temps dès que Moroha entre. Affichant son sourire caractéristique, elle lui demande s'il l'emmènera à un rendez-vous le lendemain.
Le lendemain, les deux se retrouvent dans un parc d'attractions où Moroha plaisante en disant qu'elle ne se comporte pas comme une de ses fans aujourd'hui. Au lieu de répondre avec ses habituelles manières aguicheuses, Elena enlève silencieusement son badge, manifeste son prana et annonce que c'est pour lui. Juste à l'extérieur du parc, Shizuno et Satsuki arrivent, prêts à intervenir. Mais avant qu'ils ne puissent faire un pas à l'intérieur, Sophie apparaît, bloquant leur chemin. Satsuki tente d'expliquer la situation, mais Shizuno comprend rapidement tout, réalisant que la branche américaine veut que Moroha s'occupe de leurs problèmes de mangeur d'hommes pour qu'il n'ait pas à le faire. N'ayant guère le choix, Satsuki encourage Shizuno à avancer pendant qu'elle défie personnellement Sophie en duel. À l'intérieur du parc, Elena ne perd pas de temps pour lancer son attaque. Moroha, se défendant, ne peut s'empêcher de reconnaître sa force incroyable. Quand il tente d'augmenter son prana, elle le choque en l'absorbant, le forçant à reculer. Il teste les os, il lance un sort de feu, mais elle le dévie sans effort. C'est alors qu'il remarque que son épée a changé de couleur, un effet secondaire inattendu de son épée magique. Alors que le combat continue, il devient clair qu'elle prend le dessus. N'ayant pas d'autre choix, Moroha concentre son prana pour se renforcer et la repousse. Cela lui accorde juste assez de temps pour augmenter son prana pour une attaque totale. Mais avant qu'il puisse se recharger complètement, Elena l'absorbe à nouveau et comble rapidement l'écart, lui assénant un coup de pied solide à la poitrine. Pendant ce temps, à l'extérieur, le combat entre Satsuki et Sophie s'est intensifié. Voyant l'arme de Sophie se désintégrer en plein combat, Satsuki se demande si elle a une lame capable de gérer sa propre puissance. Sophie admet qu'elle n'en a pas encore trouvé un, mais cela ne l'empêche pas de désarmer Satsuki. Cependant, Satsuki contre rapidement avec Adamant, bloquant le coup juste à temps. Redoublant d'efforts, elle augmente son prana, détruisant finalement complètement l'arme de Sophie. Acceptant la défaite, Sophie concède avec un sourire et l'encourage à continuer à perfectionner ses compétences. De retour au parc, Moroha, ayant repris le contrôle, donne à Elena une dernière chance de riposter. Elle ne perd pas de temps et se vante avec confiance de sa victoire inévitable. Mais Moroha, lisant entre les lignes, demande si c'est vraiment une question de la sécurité de son soi-disant frère. La voyant silencieuse, Moroha promet alors de l'aider à le sauver et à la libérer. Rejetant ces paroles comme impossibles, elle refuse de le croire. Cependant, Shizuno, arrivant juste à temps, lâche une bombe de vérité. Elena n'a pas de frère à sauver. Le directeur de l'institut a révélé qu'Elena a été abandonnée à la naissance, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen qu'elle ait été un frère cadet. Elena s'accroche désespérément à ses souvenirs, mais lorsqu'on lui demande de se rappeler le nom ou le visage de son frère, elle se rend compte qu'elle ne peut pas. C'est à ce moment-là que Kondra se fait connaître, confirmant ce que Shizuno a dit. Il admet fièrement avoir planté l'illusion d'un frère dans son esprit, l'utilisant pour la manipuler. Dévastée et vulnérable, Elena hésite juste assez longtemps pour que Condrad prenne le contrôle de son corps. Souriant, il lance une attaque sur Moroha, sachant pertinemment que Moroha n'oserait pas faire de mal à Elena. Moroha, cependant, en a assez de jouer selon les règles de Condrad. Utilisant chaque once de prana qu'il possède, il brise l'épée d'Elena avant de porter un coup décisif, réussissant à briser le contrôle de Condrad. Alors qu'elle s'effondre, il la rattrape, la berce doucement et lui promet d'être sa famille à partir de maintenant. Pendant ce temps, Condrad parvient à peine à ramper jusqu'au QG russe, uniquement pour être confronté à un sort cruel, se faire enlever les yeux par l'empereur de la foudre. Quelques jours plus tard, alors qu'Elena tente de sortir de sa maison à l'aube, elle trouve Moroha qui l'attend dehors. Elle plisse les yeux, exigeant de savoir comment il a prédit sa tentative d'évasion. Avec un sourire malicieux, il dit simplement qu'il avait un pressentiment. Elle le remercie pour tout, mais insiste sur le fait qu'elle ne veut pas l'entraîner dans ses problèmes. Alors qu'elle s'apprête à passer devant lui, il la tire soudain dans ses bras et sans prévenir, lance un sort pour l'endormir. Quelque part en Russie, Moroha confronte Bernard, l'un des chefs de terrain de la Russie. Il exige de connaître l'emplacement de l'empereur de la foudre, mais Bernard, sans surprise, refuse de parler. Dès qu'il apprend l'identité de Moroha, il ricane, déterminé à prouver que le soi-disant rang B n'est rien d'autre qu'un mouilleur de lit. Sans perdre de temps, il canalise son prana et se jette sur Moroha. Cependant, Moroha esquive sans effort
et saute sur un pilier soutenant le pont. Debout là, un souvenir de sa vie passée refait surface, un sort qu'il a utilisé autrefois. Alors qu'il commence à chanter, Bernard panique immédiatement, lui criant d'arrêter. Mais Moroha l'ignore et déclenche l'hélice de l'orage. L'attaque frappe Bernard avec une force totale, le mettant KO. Angela, qui a observé depuis la ligne de touche, demande s'il prévoit de finir Bernard. Sans hésitation, Moroha déclare qu'il n'a aucune intention de verser du sang dans cette guerre. Plus tard, alors qu'ils sont assis ensemble dans un train, Angela avertit que si les gens découvraient que la Grande-Bretagne l'aidait secrètement contre la Russie, ce serait un désastre international. Moroha sourit et dit à Angela que c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas qu'elle s'implique. Mais Angela soupire en sachant qu'elle doit le faire puisque Edward l'a ordonné. Puis, curieuse de son approche non létale, Angela le presse pour savoir pourquoi il refuse de mettre fin à la vie des gens. Cela pousse Moroha à se rappeler sa conversation précédente avec Bernard après leur affrontement sur le pont. Bernard avait admis qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait l'empereur, ce que Moroha avait déjà anticipé. Plutôt que de perdre du temps avec l'interrogatoire, il a proposé que Bernard informe personnellement l'empereur qu'il avait déclaré la guerre contre eux. Angela, confuse, demande pourquoi il partagerait volontairement des informations avec un ennemi. Moroha hausse simplement les épaules, expliquant que l'interrogatoire est inutile quand il pourrait simplement forcer l'empereur à agir. Précédemment, Bernard avait ri, se moquant des Japonais pour leur faiblesse. En réponse, Moroha a poignardé Bernard et lui a froidement rappelé que dans sa vie antérieure, il avait combattu et gagné des guerres seul. Le jetant au sol, il est parti sans se retourner. Maintenant, de retour dans le présent, Moroha explique sa stratégie. Comme il n'a aucun moyen de localiser l'empereur, il continuera à éliminer ses chefs de terrain jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de faire un mouvement. Ainsi, il peut mener sa guerre sans effusion de sang inutile. Pendant ce temps, Bernard parvient à se libérer et retourne faire son rapport à l'empereur. Il supplie pour avoir une chance de vaincre Moroha avec lui, mais l'empereur foudroyant le rejette froidement, déclarant qu'elle n'a aucune tolérance pour l'échec. En dernier acte de service, Bernard révèle que Moroha ne l'a pas achevé malgré avoir déclenché son hélice d'orage. Amusé par sa loyauté inébranlable, l'empereur le félicite avant de le frapper mortellement avec un sort dévastateur de dragon foudre. Rassemblant ses derniers chefs de terrain, l'empereur leur ordonne de maintenir leur position et de fortifier les défenses de la capitale. De retour au Japon, Satsuki et Helena se lancent dans une vive dispute. Helena insiste pour devenir la sœur de Moroha, puisqu'il lui a dit un jour qu'ils étaient une famille, ce qui frustre Satsuki. Lassés de leurs enfantillages, Shizuno les réprimande, leur rappelant que Moroha est là-bas à faire la guerre tout seul, pendant qu'elles perdent du temps à se chamailler. Dehors, il rencontre Maya et en discutant, les filles admettent qu'elles s'inquiètent pour la sécurité de Moroha. Pendant ce temps, fidèle à sa parole, Moroha poursuit sa campagne, allant de ville en ville, supprimant chaque officier sur le terrain sous l'empereur de la foudre. Cependant, à son dernier arrêt, il sent qu'ils sont suivis. En laissant Angela derrière, Moroha mène ses poursuivants dans une forêt dense. Là, un chef de terrain se révèle et informe Moroha avec arrogance qu'il est entouré de sauveurs de rang A sans aucune chance de s'échapper. Moroha, étant le type le plus décontracté, dit au chef de terrain qu'il ne se soucie pas. Le chef de terrain soupire et l'exhorte à se rendre, sachant que s'ils se battent, Moroha éliminera la plupart de leurs forces. L'un des autres chefs cachés exhorte son collègue à ne pas défier l'empereur de la foudre, l'incitant à attaquer. Dès qu'il bouge, ses alliés cachés lancent un sort d'ombre givrante sur Moroha. Rapide sur ses pieds, Moroha l'esquive, mais avant qu'il puisse riposter, deux guerriers jumeaux sautent des buissons et l'attaquent. Ils bloquent facilement leurs coups, mais quand ils l'accusent d'avoir tué Bernard, Moroha essaie d'expliquer qu'il l'a en fait laissé vivre. Avant qu'il ne puisse finir de parler, une boule de feu se dirige vers les jumeaux. Sans hésiter, Moroha les pousse de côté et saute juste à temps. Soudainement, une brume empoisonnée l'entoure. Sans perdre une seconde, il invoque une lame de brise, dispersant la brume avant de mettre rapidement hors d'état l'agresseur responsable. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, un autre attaquant descend d'en haut. Moroha ne perd pas de temps et lance une autre lame de brise qui envoie son adversaire aérien s'écraser sur ses alliés.
Repérant une jeune femme parmi le groupe, il demande pourquoi elle a atténué l'impact de l'ombre de gel. Au lieu de répondre, elle réplique avec sa propre question, voulant savoir pourquoi il a sauvé les jumeaux. Moroha répond simplement qu'il sait que personne ne veut mourir avant d'avoir regardé One Piece. Il lui tape alors doucement le front avec un doigt et s'élance à nouveau vers les jumeaux, les assommant facilement. Pendant ce temps, Angela a les mains pleines en s'occupant du dernier adversaire. Moroha, voyant le combat, demande pourquoi elle est là. Agacée, elle lui rappelle qu'elle n'est pas sa servante et insiste sur le fait qu'elle peut gérer la situation. Cependant, alors que le combat continue, Moroha remarque quelque chose d'inquiétant. L'adversaire a un miroir de transmission sur le dos. De l'autre côté du miroir, l'empereur termine de réciter un sort. En voyant cela, Moroha pousse Angela hors du chemin. Mais avant qu'il ne puisse esquiver lui-même, le sort le frappe de plein fouet. Moroha se réveille avec la sensation inattendue de la poitrine nue d'Angela qui l'étouffe presque. Essayant de ne pas paniquer, il cherche à se souvenir de ce qui a conduit à cette situation. C'est alors qu'il réalise que ses vêtements ont disparu comme le père de quelqu'un. Pendant ce temps, Angela reste dans l'ignorance totale que ses oreillers de destruction sont sur le point de l'envoyer dans l'au-delà. Les luttes frénétiques de Moroha et ses cris étouffés réveillent finalement Angela qui lui sourit, soulagé de le voir conscient. Cependant, ses premiers mots lui rappellent frénétiquement que sa poitrine nue va bientôt réveiller l'anaconda dans son pantalon. Il lui faut un moment pour réaliser avant de pousser un cri d'horreur, de sauter du lit et de se précipiter pour enfiler quelque chose. Une fois habillée, Angela explique rapidement qu'elle l'a ramené après que le sort de l'empereur l'a blessé et que le seul moyen de le guérir était de dormir à côté de lui nu, bien sûr. Juste à ce moment-là, la fille que Moroha avait précédemment touchée sur le front entre dans la pièce. Lui et Angela se redressent précipitamment et retrouvent un semblant de dignité. La fille se présente comme Katia. Angela, encore secouée par le chaos, demande comment elle a réussi à les trouver. Katia révèle sans détour qu'elle a fait suivre quelqu'un depuis la gare. Elle va alors droit au but. Le refus de Moroha de tuer est précisément la raison pour laquelle elle l'a cherché, car elle a besoin de son aide pour sauver son amie Yuli des griffes de l'empereur. À bord d'un train en direction du domaine de l'empereur, Katia les informe sur les méthodes de leur ennemi. L'empereur manipule les sauveurs pour qu'ils se battent entre eux et sélectionne les vainqueurs comme ses gardes personnels. En arrivant à la gare, Moroha, sans prévenir, donne de nouveau une pichonnette à Katia sur le front, la mettant KO. Angela le regarde bouche bée, exigeant une explication, mais il déclare simplement qu'il ne veut pas que Katia soit prise dans la mêlée. Alors qu'il s'éloigne, Moroha se tourne vers Angela et lui demande de rester en arrière également. Il ne peut pas la protéger s'il combat l'empereur. Pendant ce temps, dans le manoir de l'empereur, un de ses chefs de terrain rend compte après sa rencontre avec Moroha. Il confirme ce qu'elle soupçonnait déjà, la plus grande faiblesse de Moroha est son refus de prendre une vie. Cependant, avant qu'il ne puisse justifier son retour, elle l'interrompt avec un soupir ennuyé. L'échec est inacceptable et en conséquence, elle fait signe à ses gardes de l'emmener. Elle sort ensuite et, voyant l'arrivée de Moroha, décide de le saluer de la manière la plus spectaculaire possible en lançant Croisade Maudite, un sort d'art sombre de niveau 13 qui déchaîne une armée d'éclairs. Cependant, son excitation disparaît rapidement lorsque Moroha traverse facilement l'assaut. Même l'un de ses gardes remarque qu'il se déplace comme un guerrier habitué à combattre des armées entières seul. Refusant d'accepter cette humiliation, l'empereur déploie ses combattants d'élite, les sauveurs qu'elle avait corrompus. Moroha les reconnaît comme les guerriers dont Katia a parlé. Lorsqu'il se jette sur lui, il l'esquive facilement, mais ensuite, l'un d'eux est frappé par un lion de foudre. Sans hésiter, Moroha se précipite pour le sauver. Alors que Moroha se prépare pour une autre vague, il ressent soudainement un poids insupportable peser sur lui. L'un des sauveurs utilise la gravité contrainte, le clouant sur place. Avant que ses adversaires ne puissent tirer parti du moment, Angela arrive soudainement sur la scène, le sauvant rapidement. Katia arrive également. Moroha parvient à peine à dire un mot avant qu'une porte de transport ne s'ouvre et que Shizuno et Satsuki n'entrent. Peu après, Elena rejoint l'amusement. Sans perdre de temps, elle essaie de raisonner avec les sauveurs, leur demandant de se libérer de l'influence de l'empereur. Pendant ce temps, Katia fait une tentative désespérée pour atteindre Yuli,
la suppliant de se souvenir. Voyant une opportunité, Elena se précipite derrière Yuli et coupe le cristal noir autour de son cou, lui rendant instantanément ses esprits. Avec les sauveurs désormais de leur côté, ils travaillent ensemble pour démanteler l'armée de foudre restante. Frustrée par le cours des événements, l'empereur prend des mesures drastiques. Elle invoque un géant de foudre gigantesque. Les sorts combinés de Shizuno, Katia et Moroha n'ont que peu d'effet alors que le géant lance une énorme boule de foudre qu'ils évitent de justesse. Alors qu'il se prépare à lancer une autre attaque, quelque chose s'agite à l'intérieur de Moroha, un souvenir enfoui au plus profond de son subconscient. Il commence à chanter. Shizuno reconnaît immédiatement l'incantation, c'est un autre sort des arts sombres de niveau 13. Alors qu'il termine, une immense vague d'eau inonde le champ de bataille. Moroha se tient au sommet de la surface, tape 2 fois du pied, et l'eau obéit et détruit le géant. L'empereur, maintenant bouillonnant de désespoir, lance une dernière attaque avec le sort du dragon foudre. Moroha l'anéantit sans effort. Vaincu, le jadis menaçant suzerain est réduit à un mendiant alors qu'elle implore la pitié, prétendant qu'elle ne veut que garder son empire intact. Moroha lui dit froidement que si elle ne voulait pas perdre ce qui lui appartenait, elle n'aurait pas dû voler les autres. Sans un autre regard, il s'éloigne, la laissant face aux conséquences de sa propre avidité. Moroha écoute la conférence d'Angela alors qu'elle le gronde pour avoir utilisé un sortilège si puissant que la Russie a maintenant besoin de l'arche de Noé. Il s'excuse rapidement, mais avant qu'il ne puisse demander pourquoi il est dans le même sauna que les filles, Angela l'interrompt, le traitant d'imbécile pour ne pas connaître les coutumes culturelles. Katia, essayant de détendre l'atmosphère, mentionne avec désinvolture qu'elle et Moroha ont déjà été nus ensemble, donc cela devrait être cool. La révélation provoque une onde de choc dans la salle, tandis qu'Elena déclare que les Anglais ont maintenant colonisé le fief de Moroha. Shizuno demande une explication et après avoir entendu l'histoire, Satsuki et Elena déplacent leur rivalité sur une question plus pressante, qui est la petite sœur de Moroha. Pour régler les choses, ils conviennent d'un défi d'endurance. Celui qui quitte le sauna en premier perd. Alors qu'ils augmentent la chaleur en versant plus d'eau sur les charbons ardents, Yuli et Katia abandonnent presque immédiatement, suivis de près par Angela. Cela laisse Moroha et Shizuno piégés avec 2 gremlins têtus qui, au lieu de céder, intensifient leur compétition en faisant un entraînement intense. Peu de temps après, ils passent au bras de fer avec Satsuki qui l'emporte. Cependant, leur triomphe est de courte durée car la chaleur étouffante finit par les vaincre. Elena s'évanouit la première et Satsuki la suit. Shizuno les ranime avec un sort de glace qui, bien qu'efficace, les laisse frissonner et renifler avec un mauvais rhume. Alors qu'ils se réchauffent tous près du feu, Moroha et Shizuno sortent pour prendre l'air frais. Ils partagent alors un rêve troublant sur ses vies passées où quelque chose continue de lui enlever ce qu'il aime le plus. Shizuno pense que ce n'est peut-être pas un souvenir, mais plutôt un avertissement pour l'avenir, ce qui ne fait qu'accroître l'inquiétude de Moroha. Pendant ce temps, au quartier général du Japon, Sir Edward et Ando discutent de la récente victoire de Moroha sur l'empereur russe. Leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'Ando gémit de douleur, sentant l'apparition soudaine d'un être métaphysique. De retour en Russie, au moment où Moroha et les filles font leurs adieux à Katia et Yuli, il reçoit un appel téléphonique. Avec des affaires urgentes à gérer, il reste derrière tandis que les autres retournent à l'académie via le portail de transport de Mary. À leur arrivée, une Maya morose remarque immédiatement l'absence de Moroha. Satsuki explique qu'un métaphysique était apparu juste avant leur départ, et comme Moroha avait vaincu la seule personne capable de s'en occuper, il a choisi de rester et de se battre. Plus tard dans la soirée, Maya boude sur le toit et Satsuki essaie de lui remonter le moral. Maya avoue qu'elle se sent incroyablement seule. Touchée par sa douleur, Satsuki l'invite à passer la nuit dans sa chambre, bien qu'elle avertisse Maya qu'elle ne sera peut-être pas une excellente remplaçante pour Moroha. Pendant ce temps, Angela reçoit un appel de Sir Edward qui l'informe qu'Ando, malgré la victoire de Moroha, reste dans un état critique en raison de douleurs persistantes. On lui demande de rester à l'école en cas de nouveaux développements. Cette nuit-là, Maya arrive dans la chambre de Satsuki, espérant trouver un peu de réconfort. Juste au moment où Satsuki la rassure que Moroha reviendra bientôt, on frappe à la porte. À leur surprise,
Momo apparaît, affirmant qu'elle est là pour tenir compagnie à Maya également. Un autre coup se fait entendre et Shizuno entre. L'un après l'autre, leurs amis apparaissent, tous voulant soutenir Maya, et ce qui était censé être une nuit tranquille se transforme en une réunion de harem de Moroha. Alors que les autres s'assoupissent, Maya chuchote à Satsuki que pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent pas seule. Cependant, Satsuki frissonne soudainement, sentant quelque chose de sinistre. Quand Maya lui demande ce qui ne va pas, elle écarte la question, mais un sentiment de malaise persiste. À la base, l'assistant d'Ando se dépêche d'aller chercher Sir Edward, tandis qu'Ando se réveille, parvenant à peine à prononcer un avertissement grave, un dragon ancien arrive. Sans prévenir, un portail massif déchire le ciel et en sort un dragon énorme, son rugissement faisant trembler la terre. Alors qu'il déclenche la destruction sur la ville, un ordre d'évacuation d'urgence est donné. Pendant ce temps, les grévistes se préparent à combattre. Jin les informe qu'Ando est hospitalisé et ne peut pas se battre. Sir Edward est en route et le principal travaille à réactiver la porte de transport pour ramener Moroha. Angela insiste pour rejoindre le combat, ne voulant pas rester sur la touche. L'équipe prépare une embuscade, se positionnant stratégiquement dans les forêts autour de l'école. Alors qu'ils attendent, Shizuno remarque le sourire étrange du dragon et réalise instantanément que leur plan a été découvert. Elle crie à tout le monde de se disperser juste au moment où le dragon s'élance dans le ciel, puis plonge, englobant toute la forêt dans les flammes. L'équipe se précipite pour se mettre à l'abri, évitant l'enfer. Momo et Satsuki courent côte à côte, mais le dragon cible Satsuki. Malgré leurs efforts pour le distancer, Satsuki trébuche. Juste au moment où la bête s'apprête à attaquer, Kanazaki intervient avec un sort bien synchronisé, repoussant le dragon. Elle ordonne aux Kuromas de libérer leur magie la plus puissante, mais le dragon absorbe leur sort et les renvoie avec une force dévastatrice, forçant tout le monde à battre en retraite. Pendant ce temps, en Russie, Moroha regarde impuissant à travers les images satellites. Ses yeux s'écarquillent de choc lorsque la reconnaissance lui vient à l'esprit. Il a déjà vu ce dragon. Les souvenirs envahissent son esprit. C'est la créature même qui a emporté ses proches dans ses vies passées. Et maintenant, le dragon noir est revenu. Les sauveurs continuent à leur bataille acharnée contre le dragon, mais malgré leurs efforts, ils continuent de les submerger. Alors que Mary commence à chanter le sort pour ouvrir une porte de transport et ramener Moroha, Jin saisit une opportunité. Il saute sur le dos du dragon, essayant de lui planter sa lame. Cependant, le dragon traverse un bâtiment, le faisant tomber. Il revient, se préparant à l'incinérer, mais Kanzaki intercepte l'attaque. Sans perdre un instant, le dragon invoque une énorme boule de feu. Voyant le danger, Jin attrape Kanzaki et ensemble, ils plongent pour éviter le danger. Satsuki leur crie dessus pour être imprudent, attirant involontairement l'attention du dragon sur elle. Des boules de feu pleuvent sur elle et Momo se précipite pour l'aider, mais est pris dans l'explosion. Pendant ce temps, Mari est sur le point de terminer le sortilège de transport quand elle remarque un bâtiment en feu sur le point de s'effondrer sur Maya. Sans hésiter, elle pousse Maya en sécurité, mais subit une blessure dans le processus. Avec sa dernière once de force, elle demande à Maya de prendre le relais du sort avant de perdre connaissance. Maya reprend ses incantations, mais le dragon, sentant le changement, fond pour attaquer. Juste à temps, Sir Edward intervient, la protégeant suffisamment longtemps pour que la porte s'ouvre enfin. Moroha, Katia et Yuli passent à travers. Pendant ce temps, Angela remarque que le dragon n'est pas simplement un être métaphysique ordinaire. Shizuno, observant ses actions, souligne que malgré sa puissance écrasante, il n'a pas tout détruit. Il semble temporiser, attendre quelque chose. Ailleurs, Satsuki tente de distraire le dragon et de l'éloigner d'Elena blessée. Juste au moment où une boule de feu se précipite vers elle, quelqu'un la dévie avec facilité, elle se retourne et là se tient Moroha, marchant vers elle avec une détermination inébranlable. Jin appelle immédiatement tout le monde à le soutenir, mais Moroha leur dit de rester en arrière. Avec cela, il se précipite, chantant un sort et libérant son pouvoir. Cependant,
L'attaque s'avère inutile. Shizuno crie que les sorts sont inefficaces, ce qui incite Moroha à changer de tactique. Il augmente son prana, se rapprochant pour une attaque directe. Mais le dragon riposte avec une onde sonore. La déflagration projette Moroha au sol. Alors qu'il lutte pour se lever, le dragon ouvre sa bouche, libérant un essaim d'insectes cauchemardesques identiques à ceux des batailles passées. Jin regarde avec horreur, réalisant que le dragon noir a les capacités de tous les métaphysiques réunis. Satsuki essaie d'intervenir, mais Shizuno l'arrête, avertissant que le dragon attendait ce moment. Avec Moroha occupé, la bête disparaît dans les nuages, pour réapparaître derrière Shizuno et Satsuki. Avant qu'ils puissent réagir, elle les pétrifie. Moroha pousse un cri de douleur. À cet instant, ses vies antérieures envahissent son esprit toutes les fois où Shizuno et Satsuki sont morts aux mains de ce même dragon. Submergé par la fureur, son prana atteint de nouveaux sommets. Sir Edward remarque solennellement qu'il est tombé dans la boîte de Pandore du désespoir. Une énergie sombre jaillit de Moroha, annihilant les insectes qui l'entourent. Serrant fermement son épée, il se précipite sur le dragon, gravant des lettres magiques complexes dans son corps en tranchant, s'assurant qu'il ne peut pas annuler son sort. Pendant ce temps, dans une transe onirique, Shizuno et Satsuki se retrouvent face à face avec leurs anciens eux-mêmes qui les exhortent à se souvenir de leur objectif. Tout comme Moroha a toujours combattu pour eux, c'est à leur tour de rendre l'appareil. Au sommet de son combat, Moroha a une vision où Saracha et la sorcière du monde des morts lui tiennent la main, lui rappelant qu'ils sont toujours ensemble dans chaque vie. Avec une nouvelle clarté, il reconnaît leurs paroles et subit une transformation. Elena, regardant de loin, réalise avec choc que Moroha incarne deux de ses vies antérieures en même temps. Pendant ce temps, les Strikers, guéris par Kamei, se regroupent et lancent une contre-attaque finale contre les insectes restants, ouvrant la voie pour Moroha. Alors qu'il commence à réciter son sort ultime, les autres travaillent ensemble pour occuper le dragon. Lorsque Kanzaki remarque que le dragon se prépare à lancer un sort, elle lance un poignard directement dans son œil. Moroha termine son incantation, canalisant le sort dans son épée. D'un seul coup décisif, il abat la lame sur le dragon, le détruisant complètement. Alors que la poussière retombe, Ando se réveille enfin. Plus tard, Moroha, Shizuno et Satsuki accompagnent Sir Edward et Angela à l'aéroport. Avant de partir, Sir Edward laisse à Moroha un avertissement énigmatique de se méfier du chef français. Sur le chemin du retour, Moroha demande à Satsuki si elle ne se souvient vraiment pas de l'avoir aidé à vaincre le dragon. Elle secoue la tête, disant que tout ce dont elle se souvient est un rêve de leur vie antérieure. Alors qu'ils marchent, Satsuki se précipite en avant. Moroha hésite un instant avant de se confesser à Shizuno. Dans son moment de ténèbres, il a vu la sorcière du monde des enfers. Quand il commence à suggérer que c'était elle, Shizuno l'arrête. Alors qu'il se penche, sur le point de partager un moment, Satsuki se précipite soudainement en arrière, faisant en sorte que les deux filles l'embrassent en même temps et provoquant la chute de Moroha. Après être finalement arrivés aux ruines de leur académie, Moroha et ses deux meilleurs acolytes sont accueillis chaleureusement par tout le monde. Est-ce que tu as aimé cette histoire? Si tu veux devenir un expert en doigts, commente « J'adore les fils chats » et si tu aimes les résumés d'animes, regarde cette vidéo ici.